En revendant les pochettes la moitié de leur prix, on savait qu'on casserait la baraque. Et je crois qu'on peut dire que la baraque a carrément explosé. Je suis originaire du Nord en fait, et moi je suis fils d'ouvrier, donc ça se voit plus aujourd'hui peut-être, mais je travaille pour cacher l'accent nordiste, tu vois. Je suis né mes racines, mais par contre culturellement je suis content de revendiquer un peu mes origines, parce que là où je tourne c'est super quoi. C'est où là exactement? Alors je tourne aux alentours de Lille, alors la ville dans laquelle je tourne, la ville du court-métrage n'existe pas. La vérité c'est que j'ai une course en ce moment contre l'urbanisation, c'est-à-dire je suis le seul mec dans le monde qui ne veut pas que ça s'urbanise, parce qu'à chaque fois que je tourne quelque part, ou que je repère, je reviens 6 mois après, ils ont construit un terrain, un parc pour enfants, etc. Donc la ville n'existe pas, j'ai reconstitué cette ville en chopant des bouts de zones désaffectées voilà, à droite et à gauche. Donc il y a des murs Ouija. Si je décadre un petit peu, t'as un franc à côté. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on y croit et les gens qui arrivent dans le Nord, ils disent punaise super, on va aller se dépayser, on va aller voir la brique rouge. Et en fait, ça a beaucoup de mal. Partir en Angleterre pour vraiment rentrer par là. Ouais, ou à Lens. Il y a des villes entières désaffectées comme ça, pour trouver ce genre de choses. Ok, et alors justement, la dernière fois que je t'ai vu, on avait parlé de tes influences, tu avais parlé de Guy. Ben, mes influences, ouais, bon, elles sont assez lisibles. Il y en a plein qui sont cachés, que les gens ne connaissent pas, mais c'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait des... Olivier Tam. Olivier Tam, un petit peu. Non, mais il y a plein de trucs, il y a du Kick-Ass, en fait, je suis une espèce de DJ, je suis un cinéphile un peu aussi geek, et je suis un DJ, voilà, je prends à droite, à gauche les scènes qui m'inspirent, les ambiances qui m'inspirent, etc., et puis je reconstitue ça, et puis j'essaie en fait de retranscrire dans une espèce de compilation les moments de cinéma qui m'ont fait kiffer, et essayer de faire kiffer les gens comme ça, de cette façon-là, et puis voilà, et puis c'est mon troisième court-métrage, et puis donc c'est un truc qui... C'est le troisième volet d'une saga. Ah oui, tu parlais donc de tes influences. Alors du coup, est-ce que tu peux quand même donner des choses? Est-ce que tu as envie de nous dire, tiens, tel endroit, c'est un peu ça, bah oui, effectivement, toute l'approche au début, c'est très tiré de Kick-Ass. Il y a beaucoup de musique. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est pour moi, c'est que cette version-là, c'est une version composée. En fait, j'avais fait une projection le 26 janvier au cinéma de cinéaste, avec des producteurs, de la presse. Il y avait Xavier Jean, un réalisateur de Wichman, Frontière, qui était là en invité d'honneur. Et il y avait beaucoup de choses positives qui étaient ressorties. Il y avait un truc qui était, voilà, t'as pris des musiques tirées de films, c'est un peu facile, etc. Qu'est-ce que ça donnerait avec des musiques composées? Et donc du coup, j'ai foncé, j'ai fait appel à des compositeurs, il y en a certains dans la salle, qui ont fait un super boulot. Et du coup, j'appréhende énormément cette version-là, parce qu'en fait, j'ai vu 1000 fois l'autre, je connais par cœur, donc il y a un choc personnel à chaque fois que j'entends les musiques, parce que je connais tellement l'original. Et donc je suis super content quand ça réagit comme ça. Et que finalement je me rends compte que tout ne tenait pas comme musique, même si les musiques sont super importantes, mais tout ne tenait pas au fait que la musique était hyper célèbre et avait déjà une espèce de background qui fait qu'on peut apprécier la scène parce qu'on apprécie la musique, etc. quoi. Donc j'ai moins triché sur cette version que sur ce que je fais d'habitude. Et voilà, donc je suis super content de réaction et ça me conforte dans l'idée que l'impact, il faut que je bosse, que je dois bosser plus avec des compositeurs pour du coup avoir un univers un peu plus propriétaire. Parce que et c'est vrai qu'on ressent moins mes influences. Je sais pas si tu avais connu la version avant, toi. Justement, c'est celle qui est passée ici, là. Ouais, c'était l'autre version. Et je suis content que tu t'es confusion parce que du coup, ça prouve que voilà, le passage n'a pas été trop violent pour ceux qui connaissaient la première version. Et pour ceux qui l'ont découvert, voilà, ça m'intéressera de savoir ce que vous avez pensé de la musique, etc. Et c'est la suite du vélo? Alors c'est pas la suite, c'est une saga, c'est ça qui est, c'est que aujourd'hui il y en a 3 volets dans cette saga, et du coup on parle beaucoup de trilogie, mais au fait une trilogie on a le sentiment que c'est fini, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien derrière, et en plus dans une trilogie normalement tout suit, comme dans le Seigneur des Anneaux, tu vois, si t'as pas vu le 1, tu peux pas voir le 2, etc. Alors que là c'est vraiment une saga, donc on peut les voir séparément, la preuve, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu les 2 premiers, donc c'est pas vraiment une suite, c'est plutôt un univers que j'ai construit, duquel j'ai tiré un tas de choses. Les choses les plus faciles à faire finalement c'était des courts-métrages, parce qu'il existe un long-métrage qui est écrit, qui est en train d'être peaufiné, etc. Mais il y a des clips aussi qui ont été écrits de ça, il y a une BD qui a été écrite de cet univers, parce que je veux vraiment... voilà, c'est un univers et il y a plein de choses à raconter sur plein de supports. Et les premières choses qui ont été faites c'était des courts-métrages, parce que c'est des trucs les plus faciles à mettre en place au final. Et voilà, c'est de l'autoproduction, et donc c'est le 3e volet de cette saga. Je sais plus, il faut que je trouve le truc. Tu sors de la Fémis, pas de la Fémis, pardon, du Frénois? Non, je sors de chez moi. Je sais pas.
Et donc mon école à moi, c'était de m'enfermer comme un geek que je suis pendant des mois et des mois à regarder des centaines de films, décomposer, décortiquer, tout ça. Et c'est de là que j'ai tiré en fait mes références et mon amour du plan, mes inspirations. Donc ça c'est l'une des meilleures écoles pour moi, c'est ça, c'est vraiment l'exercice et la culture. C'est le truc le plus important, c'est d'être capable quand tu rencontres un chef-op d'avoir de lui expliquer via des références, etc. Et plus tu pré-travailles et prépares tes scènes, et plus en fait tu arrives à un truc. En fait, il faut avoir. C'est ultra découpé là ton film. C'est ultra découpé et tout est quelque part. J'ai eu l'humilité de me dire que en fait il y a par exemple les scènes de deal. Je pouvais pas inventer quelque chose, ça sert à rien. Déjà, il faut être un génie pour inventer quelque chose dans le cinéma 100 ans après son existence. Mais donc j'ai été chercher beaucoup d'influences et de références pour savoir comment bien faire ces scènes. Et c'était un enfer en fait à chorégraphier parce que ça part dans un sens dans la caméra, il y a des gens qui passent dans un sens, une voiture qui passe, etc. Là, ça a l'air fluide, c'est un vrai enfer à chorégraphier. C'est un peu du jazz ce passage-là. C'est difficile pour moi à écrire, à storyboarder. Et au final, c'est à force de regarder des films que je me suis dit, bon voilà, je reprends un peu les partitions. Je vois un peu les films comme des partitions, je vois peut-être des trucs un peu de façon binaire, comme si j'étais dans une matrice. Ça a complètement fou, mais je crois que je suis dans la matrice. Et en fait, je vois des tronçons de scénarisation, de mise en scène, que je récupère, et après je remplace par mes codes à moi. Donc au final, si on retire tout mon univers, c'est-à-dire le côté décalé, le fait que ça soit des vignettes Panini, c'est une trame hyper classique. On se sent dans quelque chose de familier, enfin, exactement. avec quelque chose de délirant, avec ce qu'ils sont en train de délirer sur des trucs de... Exactement, c'est ça. C'est le truc qui m'a permis d'être assez à l'aise avec ce que je fais, c'est qu'en fait, j'avais pas voulu prétendre et inventer des trames scénaristiques. Et en fait, c'est ça le danger, c'est quand tu débutes, c'est d'essayer d'inventer des langages visuels ou des trames scénaristiques, ce qui est hyper complexe. Donc du coup, j'ai préféré prendre des trames scénaristiques existantes. Là, je commence à être vraiment geek là, dans l'esprit des gens, mais c'est donc j'ai pris des trames scénaristiques existantes, ce que j'appelle c'est des Excel, où je décompose un peu ce qui se passe dans les films. Et j'ai recollé en fait mon univers. Donc, en fait, simplement tu remplaces la drogue ou la mallette avec un billet comme dans True Romance par des vignettes Panini et ça te transpose tout. Donc le méchant c'est plus je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, c'est un méchant du foot, tout tourne autour du foot, l'ambiance est foot, etc., etc. Donc ça s'écrit tout seul en fait, finalement ça s'écrit. Dès que t'as l'idée, t'as le train de scénaristique, tu l'appliques. C'est pareil pour un tas de choses. En fait, tout est. Moi, même si je trouve que tout est artistique, en fait, moi je suis quelqu'un qui voit des mécaniques un peu partout, et je pense que tout peut se faire bien et se compenser par du travail. Si tu as du talent, tu n'as pas besoin de travailler beaucoup, mais quand tu as beaucoup de talent, que tu es un génie, Kubrick, etc., ben en plus, si tu travailles beaucoup, tu fais des chefs-d'œuvre, mais dans la mesure où... Alors toi, tu en es où là? Si je suis bien, je travaille beaucoup. Jamais cru m'avoir. Si toutefois tu avais beaucoup de talent, a priori, tu vas lui sortir enfin des films immenses de montage. Le talent, c'est avec le temps qu'on verra si j'en ai. Et le travail, par contre, je travaille beaucoup et ça mais ça sent, c'est un film de branlard, mais pas tant que ça, quoi. Ouais, exactement. J'aime bien ce sentiment-là de se dire que c'est un truc tourné entre potes, et en fait, pas du tout, c'est hyper calculé. Oui, bien sûr, ça sent. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, justement, sur la scène du deal où tu as la caméra qui part sur les côtés, ça sort d'où? Ça vient d'où? Si tu l'as pas, je me dis que tu l'as pas inventé. Il y en a un peu partout. La caméra sur le côté, c'est le début de Rock'n'Rolla. Dans Rock'n'Rolla, en fait, il y a une scène d'introduction où il présente tout le business qui est mis en place dans la ville, avec des arnaques immobilières, etc. Et donc la caméra se balade hyper fluide comme ça, c'est encore 10 fois plus complexe que ce que je fais, hyper fluide comme ça, de personnage en personnage, de bâtiment en bâtiment, avec un mélange de techniques complètement virtuose de Guerrici. Et donc j'ai repris un peu ce style-là, et au final, le truc c'est qu'il faut que ça colle à ce que je raconte, et là ça colle au côté relatif. Donc ça tient la route. Mais c'est bien d'aller chercher voilà, j'ai des mouvements chez les autres. Je n'ai pas la prétention d'en inventer. Il y en a peut-être un que j'avais jamais vu. Alors peut-être que j'aimerais bien avoir qu'on me défie dessus. C'est sur les 3 mouvements de la gare. Quand on voit l'alternance entre les enfants et Paul. Donc le premier il est hyper classique avec le poteau. Donc on passe un poteau et on retrouve une autre personne. Le troisième il est classique aussi, mais le deuxième c'est un truc que je crois qu'on n'a pas beaucoup vu. Le fait que ça paraît, les personnages disparaissent. Dans le même plan en fait. Ils se regardent pour les gens. Je regarderai, mais ça m'intéresse de voir si ça a quelque chose à quoi. Mais celui-là, voilà, pour le coup, je n'avais pas cette référence. J'ai fait cher à essayer de chercher un truc un peu différent et j'aime bien celui-là. Parce
C'est dans le même... disparition des personnages dans un voilà. même temps. Et les pays hyper galères à faire en plus, à synchroniser. Paul qui arrive, le petit qui se lève au bon moment, Paul qui ressort, le petit qui le remplace, et après tout le timing pour qu'il soit... Eternal Sunshine, il y a une scène où Jim Carrey rentre dans la pièce. Je crois que la caméra tourne autour de lui. Il sort du champ le temps que la caméra le dépasse, et en faisant, il a le temps de changer de tableau. Là, il y a un film. Pour ceux qui aiment... alors pour le coup, ceux qui voient un peu où ma méthode, il y a un film que j'ai vu récemment qui combine, c'est un petit génie aussi, c'est Edgar Wright, c'est... merde, son dernier... Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, en termes de mise en scène, il y a tout. C'est-à-dire c'est une école de cinéma. Plutôt que de mettre 8 000 € dans une école, et on va tourner avec les 7 950 € qui restent après DVD. Et voilà, il y a tout dedans. Ce qui est bien, c'est que c'est un petit jeu de pour le coup, Hot Fuzz, pour ceux qui parlent de la France, il y a aussi la scène d'intro d'Hot Fuzz, qui est typiquement l'intro du sac, c'est vraiment tout écrit dans Hot Fuzz. Quand il présente le flic, c'est un super flic, etc. Tu vois, moi c'est un super gars. En fait, je pense qu'il faut donner Hot Fuzz aux gens et un film d'Antonioni par exemple. Ils peuvent quand même, parce que en gros, tu vois, je sais pas si vous avez vu ces films-là, mais c'est ça, c'est un montage virtuose en fait. Il faut faire un découpage incroyable et un montage hallucinant. Mais en même temps, c'est un style de cinéma, voilà, c'est un style de cinéma. Moi, le film de geek qui m'a tout appris, pour le coup, c'est la clé de tout le cinéma indépendant depuis les années 90, c'est Gummo, d'Harmony Corinne. J'ai pas vu le dernier Spring Break, là, faut que je le voir. Ça doit être bizarre de voir comment il passe de Gummo à ça. Mais je sais pas si vous connaissez Gummo, mais c'est une espèce de bombe atomique, l'idée est génialissime. Ils ont... juste, donc c'est Spring Breakers, le film qui vient de sortir, avec qui envoyé dedans. Ça a l'air très débile quand on voit la bande-annonce et l'affiche, mais en fait, il y a vraiment du cinéma dedans. Ouais, parce que ce mec est un génie à la base, donc j'ai pas vu ce que c'est vrai que ça donne pas du tout envie quand on voit l'affiche. C'est le début, je sais pas ce que News Nobson un peu mais mais je pense que... Mais alors qu'à la base, le mec est vraiment un génie du cinéma indépendant. Il a inventé tous les codes, c'est-à-dire débarquer avec une caméra dans des lieux abandonnés. En fait, il est passé dans une ville. Gummo, c'est filmé dans une ville. C'est là aussi que je tire mon inspiration de Social Kids. C'est une ville complètement dévastée par Katrina, je crois. C'est un vieil ouragan d'il y a très longtemps. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que tout simplement, même si c'est aux États-Unis et qu'ils ont plein d'assurance, cette ville est encore dévastée. Et donc, entre un tas de maisons abandonnées et détruites, tu as quand même 2-3 maisons intactes. Et les gens y vivent encore. Donc la ville est complètement délaissée. Et il est parti là-bas, et avec tous ces gens avec des tronches pas possibles, l'univers un peu white trash, il a raconté une histoire hyper poétique dans la ligne des films indépendants. Et c'est un truc juste démentiel, parce que c'est hyper poétique, touchant, du casting, du décor, et il fait tout quoi. C'est du mot, j'en suis très fan. Et il y a un autre film qui est aussi une bonne clé pour le cinéma sorti récemment, c'est Bellflower. Moi j'ai l'air pas par contre. Mais pareil, clé du cinéma indépendant, juste caméra du nain, du trash, on repousse un peu les codes scénaristiques. Eh ben écoute, c'est bien. Ceux qui ont des questions, je reste encore un peu. C'était pareil, Cosonenberg. Ouais.